nous voici à la table ronde de clôture et de perspective sur l'avenir de la santé LGBTI+, que ce soit dans le domaine de la recherche, des actions, des politiques publiques. Et à l'organisation du colloque, on a proposé à 4 personnes de venir nous apporter leurs éclairages pour ce moment. Et il y a un temps d'échange, bien sûr, qui est prévu en fin de conférence. On souhaite finir à 17h30, peut-être un petit peu au-delà, mais pas trop, parce qu'on sait qu'il y a aussi des questions de transport, de train, etc. Donc voilà l'objectif qu'on se fixe et puis qu'on veillera à le tenir. On veillera tous et toutes à le tenir. Donc on a le plaisir d'avoir à notre table tout de suite à ma gauche Gwen Fauchois. Donc Gwen, tu es activiste, militante lesbienne, ancienne membre et vice-présidente d'Act Up Paris. Tu as été aussi journaliste dans plusieurs médias gays et membre de CA de plusieurs associations. Et tu as aussi participé à différents collectifs lesbiens et féministes. Tu as blogué sur les thématiques LGBT et cofondé l'éphémère Pride de nuit. Merci à toi pour ta participation. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Florence. Donc, vous êtes responsable du pôle santé sexuelle à la direction santé de la ville de Paris, santé publique, pardon, de la ville de Paris. Ensuite, nous accueillons Céline Puil. Vous êtes sage-femme libérale, titulaire d'un Master 2 en sociologie et membre du CA de l'Association nationale des sages-femmes libérales. Et puis enfin, Gabrielle Girard, sociologue, chargée de recherche à l'INSERM, au laboratoire Sestime et aussi responsable du projet Sésame LGBT+. Alors on a prévu 3 questions. On va vous inviter à y répondre successivement. Peut-être que dans vos réponses, il y aura des allers-retours, des choses qui vont faire écho ou au contraire qui vont apporter des éclairages différents. Donc avec Miral, on veille sur le temps. Alors, notre première question, c'est si vous avez pu assister à tout ou partie du colloque, donc avec ce regard-là et puis aussi avec l'appui de votre expérience dans le champ de la santé LGBTI+, est-ce que vous identifiez là un ou 2 enseignements des débats qui ont parcouru ces 2 jours, que ce soit des débats sur les aspects communautaires ou scientifiques? Je vous propose de faire comme ça, mais si vous voulez échanger entre vous, en tout cas, voilà, Gwen, à toi la parole. Okay. Le premier enseignement, j'ai envie de dire d'abord, c'est se réjouir, voilà, que ce colloque ait eu lieu. C'était super intéressant. Je pense que le premier vrai truc à noter, c'est la multiplicité et le foisonnement des ateliers, des participants. Pour moi, qui ai un petit peu de recul dans la communauté, la nouveauté, c'est la multiplication conséquente des initiatives, des idées, des projets et des acteurs, que ce soit chercheurs, soignants, militants et concernés, et souvent tout ça à la fois. C'est le fruit des luttes précédentes et vraiment, oui, il y a de quoi se réjouir. Après, ce que j'identifie, c'est une constante. C'est qu'au cœur des initiatives, c'est toujours les concernés et parmi eux les plus discriminés. Ensuite, l'autre constante que je vois, c'est que majoritairement, c'est généralement plutôt du micro-social et que c'est à la fois un atout et une limite. Et puis que les moteurs principaux de nos actions et de nos initiatives, ça demeure la réaction aux urgences et aux violences. Merci beaucoup pour me donner la parole. Effectivement, je suis ravie d'être là, ravie d'avoir assisté à ces échanges à la fois de terrain et aussi de recherche. Donc, moi, je vais me positionner plus comme terrain, médecin et à la direction de la santé publique. C'est une nouvelle direction à la ville de Paris. C'est un message assez fort au niveau politique d'avoir créé cette direction pour améliorer la santé des Parisiennes et des Parisiens. Et en particulier au niveau du pôle santé sexuelle, avec comme ambition de réunir les CGID qui viennent du dépistage et les centres de santé sexuelle qui ex-centres de planification
et d'éducation familiale. Et j'ai réfléchi aux questions avant, parce qu'on a eu les questions avant de préparer la table ronde. Donc pour moi, l'enjeu principal, c'est justement de réunir à la fois des centres communautaires et puis des centres grand public, mais qui soient inclusifs à l'ensemble des minorités. Effectivement des minorités LGBTQI, mais aussi des minorités racisées. Et c'est en ouvrant les centres grand public, et les centres de santé sexuelle, mais aussi les centres de santé à ces populations, qu'on améliore considérablement la prise en soin de tout un chacun, en fait. Je pense à des questions particulières, se poser la question de l'appréhension de la consultation quand la personne vient consulter. Voilà, donc c'est ces bonnes pratiques qu'on diffuse petit à petit dans les centres de santé sexuelle, dans les centres de santé. Et puis, je suis un peu perdue sans mes lunettes, excusez-moi. Avec l'ensemble des partenaires, que ce soit bien sûr les usagers et le savoir expérientiel, les associations, les médiateurs et puis l'ensemble des partenaires sur le terrain. Je sais pas si je te laisse, je compléterai. Non, tu peux, je te laisse la parole. Bonjour. Donc, la santé, c'est une notion politique, un enjeu de lutte pour la justice sociale et la lutte des classes. Donc, je suis sage-femme. Le dernier colloque que j'ai fait, c'était un colloque qui s'appelle Profession sage-femme. C'était quand même des sages-femmes, mais il n'y a personne qui a dit ça. Et pourtant, c'était sous-tendu. Il y a beaucoup de rapports sociaux de pouvoir que je ressens dans ma profession, et personne n'a dit ça. Donc voilà, en venant ici, et en étant avec vous, je me dis c'est génial, il y a enfin des espaces où on parle de ça. Il y a des espaces où en fait le fait de dire présenteurice, ça choque personne. De dire tous, c'est cool, enfin c'est normal en fait. Et ça, de le vivre, c'est chouette. Donc moi, il y a deux choses que je voudrais développer. C'est la notion de risque. Donc qu'est-ce qu'un corps normal, qu'est-ce qu'un corps à risque? Moi, mon travail, en fait, en tant que sage-femme, c'est je suis parmi les 3 professions médicales qui ont le droit de prescription: médecin, dentiste et sage-femme. Et ça, c'est une revendication forte de mes consoeurs. On est 20 000, il y a 200 000 médecins. Pardon. C'est toujours quand on est un peu stressé qu'on dit n'importe quoi sur les chiffres. Enfin, 20 000 sages-femmes, c'est pas beaucoup, en fait. Ma profession, en fait, on s'occupe des grossesses qui se passent bien, des accouchements qui se passent sans complications. Mais ça dit pas ce que c'est, en fait. Ça dit pas ce que c'est pour les gens. Ça dit pas toute notre compétence, en fait, à accompagner ces événements de vie qui sont majeurs. Hier, je parlais d'accouchement avec une personne et elle m'a dit « Ok, mais en fait, moi, c'est tellement... J'arrive à peine à en parler encore. » Je me disais « Ah ouais, c'est vrai, c'est ça, en fait, mon travail, en fait, c'est d'accompagner la vie. Mais en fait, la vie, c'est à la fois formidable et parfois c'est horrible et traumatisant. Et après, on se débrouille avec ça, quoi. » Et du coup, je m'occupe aussi des suivis gynéco. Et quand il y a ou des rééducations du périnée après un accouchement, ça c'est la loi. Ça m'est arrivé de faire des rééducations du périnée à des personnes qui n'avaient pas accouché parce que j'estimais que là, il y avait vraiment besoin, en fait, et que je pensais que j'étais la meilleure personne pour le faire. Et du coup, dans mon travail, s'il y a une pathologie, j'adresse à un médecin. Donc en fait, je dois tout le temps me dépatouiller avec cette question de est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pathologique? Et en fait, par exemple, la question de quand j'ai fait une intervention en novembre à ce congrès de sages-femmes devant 300 sages-femmes sur le suivi gynécologique des personnes transmasculines avec Malo Lecquern d'Espace Santé Trans. Il est intervenu en premier, moi en deuxième. Eh bien, il y a des sages-femmes qui sont d'ailleurs impliquées associativement et que je connais très bien, qui ont dit « Mais oui, mais en fait, nous, on n'a pas le droit de suivre des personnes qui ont un traitement. Et voilà, on prend déjà assez de risques pour les gens. On suit parfois des femmes qui ont un diabète, même s'il est bien équilibré, parce qu'on estime que le suivi gynécologique est normal. Comment on va faire avec des personnes transmasculines ?» Et donc, là, en fait, c'était super parce que
il y a Malo et ensuite docteur Telmaliné, gynécologue et très formé, voilà, et très impliqué sur les questions trans, qui ont réaffirmé que être une personne transmasculine, par exemple, même y compris sous hormonothérapie, c'était pas un traitement, mais c'était une hormonologie, une hormonothérapie, pardon, de réassignation. Et que du coup, c'était sorti de la pathologie, voilà, en 2019 enfin voilà, que c'était sorti de la pathologie. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment un axe que moi je vois dans mon travail, parce que moi, je fais partie aussi des milieux de l'accouchement à domicile, des maisons de naissance, de tout l'accouchement alternatif, parce que j'expérimente d'autres manières de voir le corps comme fonctionnant, la vie capable de se maintenir. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment un moyen de lutte, de dire nos corps sont sains. Voilà. Nos corps sont sains, la vie est saine. Et c'est pour ça je pense à une dame qui a accouché à domicile alors qu'elle a un diabète de type 1. Donc, en fait, voilà, son bébé avait un risque de mourir et elle a accouché à domicile très bien. Quand j'ai rencontré cette femme qui a accouché toute seule à domicile, après, j'en ai parlé à Jackie Nizar, qui est professeur à la Salpêtrière, qui voit que des pathologies. Il était horrifié. Mais moi, ça m'a fait plaisir, en fait. Je me suis dit, ah ouais, il y a de la vie, en fait. Donc, voilà, dire que le corps d'une personne trans est sain, dire que la sexualité d'une personne lesbienne est saine, c'est super important. Et c'est super important qu'on ait des argumentaires là-dessus et des choses très, très sourcées. Parce que malheureusement, avec le fait d'être du côté des déviants, les personnes LGBT subissent tout un tas de problèmes liés au statut de minoritaire, mais c'est pas pour autant que les corps sont malsains. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un axe que je propose et moi c'est un axe qui est très important pour moi, parce que dans l'accouchement à domicile, l'argumentaire c'est de dire une personne qui a priori pas de problème particulier, si on l'accompagne de manière très fine, très soutenante, mais en même temps pas du tout envahissante, voilà, on va repérer s'il y a un problème et elle va pouvoir donner naissance à son bébé. J'ai aussi accompagné des femmes et des personnes qui veulent des péridurales, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là-dedans du tout. Je suis en train de dire le corps peut accoucher, quoi. C'est ça. Les gens peuvent continuer de vivre, quoi. Et du coup, deuxième axe, c'est comment on crée des espaces de guérison. Il y a 2 personnes qui ont parlé de ça. Il y a Malo Leckern et la personne qui l'accompagnait d'Accept-ST. Comment ? Juliette Pellissier, merci beaucoup. Qui ont mis en avant le fait que dans les groupes de parole pour les 40 ans et plus, il y avait des espaces où les gens pouvaient avoir des vrais espaces de guérison. Et donc, moi, je voudrais aussi vraiment parler, en tant que soignante, je voudrais des espaces où je gagne correctement ma vie, où j'ai le temps de parler à mes collègues et c'est payé. Je voudrais des espaces comme ça pour ensuite encore mieux accompagner les personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment comment on crée des structures solides, financées, où les soignants et les soignés se réparent intelligemment. Et du coup, par exemple, l'exemple de la clinique Mauve, où il y a d'abord les travailleurs et les travailleuses sociaux qui voient les personnes, et ensuite c'est le médecin, je trouve ça, ou la médecin, c'est super. Et là, c'est mettre en avant d'abord le social et la santé ensuite. Voilà. Et puis, du coup, un espace de recherche où il y a à la fois, qui est au même endroit que des endroits de soins, mais quel plaisir de pouvoir prendre du recul avec la recherche. Moi, c'est heureusement qu'il y a la sociologie et les sociologues, et je ne sais pas comment j'aurais fait dans le milieu de la santé. Ils sont tous trop cons. Et franchement, ouais. Non, désolé. Mais en fait, quand je suis arrivée au master sociologie, j'ai trouvé que les gens étaient gentils et j'ai trouvé que c'était bizarre. Et en fait, je me dis, un lieu où il y a à la fois de la recherche et du soin, mais voilà, c'est trop bien, quoi. Après, ça me fait quand même de la peine quand je vois Camille des Chlamydia qui fait bénévolement une étude comme ça. Je me dis, mais merde, zut, quoi. Bon,
Et ben voilà, à plus tard pour la prochaine question. À mon tour, du coup, merci. Je précise, je coordonne le projet Sésame LGBTI+, avec Élise Marcicano, qui est dans la salle, et à qui je passerai la parole tout à l'heure. On s'est réparti les rôles pour cette table ronde. Non, moi, les deux enseignements de cette conférence, il y en a plein, c'est hyper riche, là, je suis encore dedans, je pense trop, mais moi, je dirais c'est un peu comme Gwen, la vitalité du chant qui nous intéresse, là, c'est à la fois impressionnant, on le découvre pas, mais il se passe plein de choses, il y a des initiatives hyper créatives à plein d'endroits différents, il y a beaucoup de cohérence, il y a des fois des désaccords, mais ça dialogue, et ça, j'ai trouvé ça précieux, enrichissant, et ça donne espoir, honnêtement, de voir tout ça. Et j'ai aussi beaucoup aimé, là c'est plus avec ma casquette de chercheur, de sociologue, donc. Et comme tu disais, les liens entre recherche et intervention, et je trouve que alors il y a un effet colloque. Forcément, on a fait passer tout le monde par le biais de l'appel à communication, et donc ça a fait une sorte de sas d'accès. Mais de fait, je trouve dans tous les ateliers où j'ai participé, ça a fonctionné très bien, le dialogue entre chercheurs, souvent chercheurs, chercheuses engagés ou militants ou militantes, et acteurs, actrices de terrain. Et ça, je me dis, ça aussi, ça donne espoir, parce que peut-être qu'il y a quelques années ou décennies en arrière, les mondes étaient plus hermétiques, où les gens se permettaient moins de dire que les choses étaient imbriquées. Là, je trouve que l'imbrication fonctionne et qu'elle est vraiment un facteur d'enrichissement, qu'on assume que il y a une part de subjectivité dans la recherche, et qu'elle est reliée aussi à des formes d'engagement. Bref, on avance, et effectivement, on peut dire des choses de manière plus décomplexée par rapport à ça, et c'est hyper important. Donc voilà, c'est pour moi un cadre hyper important et intéressant et prometteur. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc on a entendu votre sentiment de réjouissance, votre analyse sur la vitalité, la créativité que vous retenez de ces 2 jours de colloque. On entend aussi, quand vous avez parlé, que les questions de principe, de valeur, d'objectifs, comment tout ça se met en place avec la réalité, avec le terrain, et comment on peut peser sur les cadres et comment on peut transformer. Vous retenez aussi la question de la qualité du soin. Il en a été aussi question dans plusieurs interventions. Je vais vous proposer maintenant qu'on vous écoute sur une deuxième question. C'est, vous, à votre avis, là, aujourd'hui, quels sont les principaux freins et les principaux leviers pour le développement du champ de la santé LGBTI en France? Alors voilà, on a une petite restriction géographique, mais peut-être vous pouvez vous en émanciper. Alors, pour moi, le principal frein, et je vais un peu insister là-dessus parce que c'était prévu dans un atelier, puis ça n'a pas eu lieu, c'est d'abord le néolibéralisme et désormais l'alliance qui se profile entre l'autoritarisme libertarien et les réactionnaires de tous bords. Voilà. Et la montée, évidemment, d'une forme de nouveau fascisme. Alors, le néolibéralisme, c'est la concurrence organisée entre les acteurs pour la représentativité, la concurrence pour l'accès à l'audibilité, la concurrence pour les financements, avec ses conséquences de limitation des contre-pouvoirs, des initiatives, du partage d'expériences et de la mutualisation des moyens comme des savoirs. C'est le maintien de la précarité individuelle et collective. C'est l'instrumentalisation et le tri des acteurs par les pouvoirs politiques et économiques. C'est une forme de normalisation et de formatage des expressions. C'est la gentrification des profils associatifs, avec des profils professionnels qui mêlent engagement, gestion de carrière, dépendance financière et sociale. C'est la généralisation du travail gratuit. On peut aussi ajouter l'organisation de la dépossession, avec une mise en concurrence avec les politiques et les entreprises sur ce qui s'appelle désormais un marché du social et un marché des valeurs, et un marché des récits aussi. C'est une dépossession de la mémoire. Et on connaît en fait les outils du néolibéralisme, c'est l'organisation donc d'un marché des financements, l'imposition de normes, qui sont parfois d'ailleurs le fruit de nos conquêtes et de nos luttes précédentes, il ne faut pas se leurrer. Et la normalisation et le formatage, et le contrôle, ils passent aussi par le développement de filières, de diplômes, de certifications plus ou moins rendues obligatoires.
Voilà, c'est évidemment aussi l'économie sociale et solidaire, la gestion des associations, mais aussi le développement, là je vais être un peu dans la provocation, de la sociologie du genre, par exemple. Parce que souvent, en fait, les freins et les leviers, en fait, ils se retrouvent exactement aux mêmes endroits. Voilà. Et que c'est traversé par des contradictions et des injonctions contradictoires. Sous ces difficultés, en fait, il y a plein d'autres minorités politiques qui les connaissent déjà. Mais nous, au fur et à mesure que en fait, l'intégration des LGBT se développe, on y est à nouveau, on y est à notre tour confronté, avec en plus des disparités intracommunautaires de confrontation aux violences et des caractéristiques qui nous sont propres. Peu de ressources propres, justement, et d'autofinancement, qui sont compliquées par juste les disparités et les logiques de classe et de race, qui font parfois que ceux qui ont accès aux ressources de pouvoir et de finances se désintéressent, se désolidarisent, voire s'opposent en fait à nos luttes. Je ne reviendrai pas sur le désintérêt dans le meilleur des cas pour l'accès à la santé et aux droits des personnes trans notamment, ce qui n'a pas été le cas ici et vraiment je vous en remercie. Voilà, bon. Donc il faut vraiment qu'on prenne en compte, d'après moi, et dans nos modes d'organisation et dans nos modes de réflexion, ce poids du néolibéralisme. Il faut également désormais qu'on prenne en conséquence aussi les nouvelles alliances donc, entre l'autoritarisme et les réactionnaires de tous bords, qui s'étendent, se généralisent et frappent encore une fois d'abord, en plus, les plus vulnérables. Si l'économie sociale et solidaire a peu à peu remplacé ce qu'on avait fini par appeler la démocratie sanitaire, il faudra bien acter que le Covid l'a achevé et que ça a été un fiasco, la gestion du Covid, pour notre communauté. Notamment, tant la gestion de cette crise s'est inscrite à rebours de la lutte contre le sida, qu'elle a utilisé les acteurs de cette lutte, qu'elle a mis en avant pour mieux la dénaturer et l'enterrer. Et si on doit se réjouir des quelques initiatives, encore une fois, plutôt microsociales et plutôt dans les premiers jours et la phase aiguë, il faut bien reconnaître que désormais, les politiques de résistance mises en œuvre, encore une fois, par les plus vulnérables, sont plutôt organisées et issues de communautés handi que LGBT, et que la communauté LGBT s'est plutôt majoritairement inscrite dans les pas d'une politique de déni. Même si, là aussi, merci, je vois comme un frémissement de mobilisation à ce sujet. Les combattants du sida avaient obtenu de convaincre que leur mort était inacceptable. La gestion gouvernementale du Covid a produit exactement l'inverse, une acceptabilité accrue des morts, pourtant évitables, et des inégalités socialement produites. C'est encore une fois l'inverse de la portabilité populaire et des concernés et d'une gestion solidaire, collective et participative. Et je pense dès lors qu'il ne faut pas s'étonner qu'il soit si facile de s'en prendre désormais à l'AME ou au droit aux soins quand la santé est vendue comme une affaire individuelle. Et en plus, ça va être une politique qui va être mise en œuvre par un Premier ministre ouvertement gay. Enfin, pour finir sur ce sujet, je pourrais encore citer parmi les freins les difficultés à agir dans la durée. On est plutôt assez bon dans l'urgence ou confronté à des violences aiguës. Ce n'est pas tout à fait la même chose à moyen et à long terme. Et pour finir, je voudrais citer les freins que représente aussi le fait que nos actions sont majoritairement portées dans des microcosmes, ce qui nous confronte au faire savoir en dehors de ces microcosmes, en dehors de nos réseaux, parce que l'ignorance de l'existence de ce qu'on fait et de nos initiatives produisent en fait une discrimination de fait entre ceux qui ont accès à l'information, qui ont accès au savoir que ça existe, et ceux qu'on ne touche pas du tout. Voilà, merci. Bravo, on est bien d'accord avec ce constat très 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 inquiétant au niveau politique. Moi, je voulais revenir sur quelque chose de plus pragmatique, mais qui a eu aussi des enjeux politiques. C'est en fait la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle.
Et tout simplement avec ce besoin d'appliquer la loi de 3 séances par an et par année scolaire, de la maternelle à la terminale. C'est-à-dire que si ces séances qui ont pour but de développer l'esprit critique, d'instaurer du débat, de parler des questions de vie relationnelle, affective, avaient lieu, très clairement, nous, dans les centres de santé sexuelle, on n'aurait pas les mêmes enjeux et on aurait un accompagnement nettement plus facile. Donc, il y a eu pas mal d'associations là qui ont sorti un livre blanc et c'est vrai que on y travaille. Il y a la question de mettre en place ces séances et il y a la question aussi de coordonner en fait la mise en place de ces séances parce que beaucoup de personnes vont intervenir dans les établissements, mais la plupart du temps, on ne sait pas exactement qui le fait, à quel moment. Donc voilà, ça fait partie des enjeux et des leviers à mettre en place. Et j'ai mis aussi la formation des soignants, bien sûr. Et là, par exemple, je sais pas, il y a Format PrEP en fait qui permet de. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès pour parler de santé sexuelle de manière générale au niveau des soignants et notamment par la mise en place de la PrEP qui finalement, quand on s'intéresse au niveau d'exposition des populations, on va faire de la santé globale et de fait, suite à Format PrEP, on sent qu'il y a un besoin d'évoluer sur des connaissances en santé sexuelle globale et donc le site Format PrEP va évoluer en format santé sexuelle et j'espère que ça permettra d'améliorer la prise en soin. Dans ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, effectivement, tu l'as dit à ma place, mais le système de soins doit garantir des consultations longues, des consultations qui permettent de faire cette prise en charge globale et il faut se battre pour les garder, ce qui n'est pas toujours facile au quotidien. Mais dans notre expérience, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en 2009 à faire des consultations de santé sexuelle en centre de dépistage, c'était entre 3 et 10 minutes la consultation. Aujourd'hui, on est entre 20 et 30 minutes. Donc voilà, et on prend. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment je travaillais il y a 15 ans. Aujourd'hui, pour moi, c'est impossible. Il y a une consultation sur 2 où il y a des violences qui sont révélées, où il y a une orientation pour troubles et dysfonctions sexuelles. Et je ne sais pas comment je passais à côté il y a 15 ans, faisant uniquement VIH, hépatite et syphilis peut-être. Aujourd'hui, en plus, il y a Au Labo sans ordo normalement pour les IST qui va sortir. Donc ça aussi, ça va changer un peu l'offre de santé sexuelle et ça va nous permettre, nous, de nous concentrer sur les besoins globaux. Voilà. Et dans la suite de ça, c'est vraiment l'importance de prendre les personnes dans leur environnement social, dans leur mode de vie. Bien sûr, avec l'aide des personnes concernées, des médiateurs, mais tout simplement en s'intéressant aux personnes qu'on reçoit en consultation. Et l'idée que chaque personne compte, qui va complètement à l'inverse de ces politiques mises en place actuellement. Donc, dans le groupe 40 ans et le groupe de parole 40 ans et plus, avec Accept-ST et Espace Santé Trans, il y avait cette idée qu'il rassemblait des personnes qui avaient des expériences de vie communes, enfants, chômage, longue durée, reconversion pro, voilà, une communauté d'expériences. Et ils avaient aussi accueilli, par exemple, une personne de 29 ans, donc elle était plus jeune, mais elle avait eu 3 enfants parce qu'il y avait une communauté d'expérience. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est cette attention à la singularité de la personne et à la fois de l'accueillir dans le groupe. Et donc, c'est vrai que je fais des consultations d'1h30. Bon, ouais. Enfin, voilà, c'est même pas 10 minutes ou 30 minutes, c'est plus. Enfin, quand j'étais au Checkpoint, je faisais 1h30. Et donc, en fait, considérer la particularité d'une personne, ça prend vachement de temps. Et du coup, en fait, le frein, vous l'avez très bien dit, c'est le capitalisme, le fait de payer les gens. Après, ça donne un cadre aussi, mais une consultation à 25 €, bah oui, normalement, c'est une demi-heure si on veut à peu près gagner sa vie.
Donc, du coup, voilà, c'était effectivement les freins, violence, capitalisme. Voilà. Du coup, les leviers, le collectif. Je crois que c'est en venant dans les colloques de sciences humaines et avec aussi des amis sociologues, ils me redisent à chaque fois à quel point, par exemple, ah oui, bien sûr, à quel point le bien-être, en fait, ou le développement personnel, ça va faire que les gens aient un tout petit peu mieux, mais ça va pas changer les structures qui font que pourquoi les gens ne se sentent pas bien. Donc là, quand je viens ici, je vois des personnes qui ont envie de se mobiliser collectivement. Je vois des prises de conscience de soi par rapport au collectif. Et toute cette réflexivité entre le collectif et l'individu, je pense que c'est vraiment fondamental. Voilà, désolée, j'aime pas forcément être trop théorique. Mais parfois, peut-être que vous allez pouvoir le mettre avec votre expérience. Merci. Alors, dans les freins, moi j'avais mis le contexte politique, mais Gwen l'a dit très bien, du coup je ne vais pas en rajouter. Je pense que c'est vraiment la menace majeure, et j'étais un peu déprimé de voir qu'au Québec, qu'on perçoit parfois comme une société où il y a, je sais plus, enfin un peu moins pire, mais en fait l'islamophobie, le racisme et la transphobie sont là-bas aussi des gros enjeux. Donc voilà, contexte politique. Le deuxième frein, je trouve, c'est quelque chose qu'on a peut-être finalement assez peu nommé au cours de ces 2 jours. C'est l'universalisme dans tout ce que ça écrase. Et c'est surtout une conception étroite de l'universalisme qu'on a en France. Et je trouve que ça, c'est un frein majeur parce que c'est ça qui irrigue idéologiquement les décideurs politiques, un certain nombre de professionnels de santé et même de chercheurs et tout ça. Je pense que là-dessus, il y a du boulot et que oui, il y a du micro dans tout ce qu'on a présenté, mais c'est de ce micro-là, si on arrive à peut-être il faut passer à l'échelle, qu'on peut aussi démontrer la pertinence d'autres approches communautaires, d'universalisme proportionné, en tout cas, bref, contrecarrer autant que possible cet universalisme étroit, et c'est pas évident, parce que l'universalisme, c'est l'idée c'est de ne pas reconnaître les différences finalement dans la société. Je pense que tout ce qu'on a discuté ces derniers jours, en fait, ça allait presque de soi entre nous que c'est un peu contre ça qu'on se bat. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas toujours nommé, alors qu'en vrai, c'est cette hydre à plein de têtes idéologiques qui nous empêche à plein d'endroits d'agir et qui contraint les financements, les approches, les mises en réseau, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que là-dessus, c'est un frein majeur. Et puis le troisième frein, je dirais, c'est l'absence ou le manque, la rareté des espaces de concertation, comme on a pu le mettre en place ces 2 jours. Et alors, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres. Il y a eu la conférence à Bruxelles en octobre dernier. Je sais qu'à Toulouse, il y a eu des rencontres autour du soin communautaire l'an dernier. Moi, j'y étais pas, mais je crois qu'apparemment, c'était super chouette, créatif et tout. Donc, j'ai l'impression qu'il s'en passe des choses, mais voilà, on a besoin de ces genres d'espace et on a besoin que ça soit répété, on a besoin de plus, on a besoin de le penser aussi collectivement dans la mise en réseau. Donc ça, c'est les freins. Les leviers, ça va être rapide, mais parce que ça a déjà été un petit, je l'ai dit aussi. Toute la créativité collective qui a irrigué cette conférence, qui irrigue nos pratiques. La force des liens, je pense que moi, il y a plein d'ateliers, je me suis dit, mais en fait, ces gens ne se connaissent pas nécessairement, se sont en tout cas pas parlé avant. Et les liens se font dans les prises de parole, dans les partages d'expériences. Je trouve ça super. Et ça donne espoir et c'est vraiment pour moi un levier. Et puis, je dirais l'expérience accumulée. Et ça, c'est un levier et un enjeu. Et que j'en parlais dans la troisième question. Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience accumulée parce qu'elle est aussi fragile pour pas qu'elle se perde? Qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Mais en même temps, c'est vraiment une richesse et ça doit être quelque chose qu'on pense aussi collectivement, comment on préserve à la fois en termes de mémoire, mais aussi même en termes d'actualité de tout ce qu'on fait et qui est inspirant pour la pratique. Voilà. Merci à tous et toutes et tous pour ces éclairages, réflexions passionnantes.